votre micro. Je vous invite à couper votre micro. En attendant, on va attendre que les personnes inscrites se connectent. En attendant, je vous invite à débrancher votre micro. Sandra, tu peux couper les micros, s'il te plaît, des personnes. Ouais. Moi, je suis en tant que participant là. On attend quelques minutes, enfin, on attend encore peut-être jusqu'à 5. Oui. Sandra? Ouais, ok. Ah, alors, il y a encore des gens qui arrivent. Alors, pour les personnes qui ont le nom Michel Flight écrit, est-ce que vous pouvez nous écrire votre nom et prénom? Oh là là. Je crois que tu peux couper les micros Ah d'office. ouais, je suis en train, ouais. Ouais. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, bonjour, c'est Frédéric Aron. On attend que d'autres personnes se connectent. Normalement, vous êtes une trentaine d'inscrits. Donc, on va attendre quelques minutes. On va pas commencer trop longtemps après-midi, après l'heure prévue de démarrage. On va encore attendre quelques instants. On... Bien, rebonjour à tous et toutes, à toutes et tous. Donc, je suis Frédéric Aron, directeur général d'Athéna EMCM. Bienvenue dans ce Zoom
sur le fait de découvrir le coaching professionnel. Alors, je vais déjà vous présenter un peu qui nous sommes. Et puis, pour ceux, celles qui le souhaitent, vous pourrez aussi dire quelques mots. Donc, Athéna EMCM, c'est l'école des métiers du coaching et du management. Donc, le siège historique d'Athéna, il est en Alsace, à côté de Strasbourg, à Aubernay. Depuis plus d'un an maintenant, nous développons aussi des activités en Guadeloupe, donc autour du coaching, de la formation professionnelle et de l'épanouissement. Donc, vous avez Sandra qui est en ligne, qui est la présidente et la fondatrice d'Athéna. Moi, je suis Frédéric Aron, le directeur général. Nous avons aussi un autre associé qui s'occupe de la technique, Michel. Une commerciale et assistante, Paola, qui est aussi en ligne. On a une autre assistante, Émilie, qui est presque en congé maternité. Une autre personne qui vient nous rejoindre bientôt sur le digital. Donc, on est en fait un centre de coaching et de formation en plein développement, en pleine expansion, sachant que nous, ce qui fait je dirais, notre marque de fabrique, notre identité, et avec tout ça aussi, notre mission, c'est le coaching. Nous sommes, Sandra et moi, et Michel, notre troisième associé, nous sommes coachs et nous sommes passionnés par le développement humain. Et aujourd'hui, on va vous parler donc de ce qui nous tient à cœur, qui est véritablement le coaching et particulièrement le coaching professionnel. On va être ensemble à peu près pour une heure et demie. Alors, la marge est longue. Pour les personnes plus précises, ça peut sembler très imprécis. Mais en tout cas, maximum 13h30. Voilà. On ne va pas dépasser 13h30. Alors, et c'est une invitation que je vous fais, vous pouvez maintenant ouvrir votre micro, vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes, d'où vous vous connectez et ce qui vous a amené dans ce live Zoom. Donc, je vais laisser quelques instants. Je vous invite à vous présenter. Vous pouvez ouvrir librement le micro, dire un petit coucou et dire d'où vous vous connectez et ce qui vous a amené à vous présenter. Et si vous ne le faites pas, je vais très vite moi, continuer sur le contenu. Donc, je laisse Vous encore quelques... m'entendez? Je peux y aller. Frédéric, bonjour. Bonjour. Oui, Barbara Jean-Élie, présidente de Diaspora Mix. Je suis en Martinique. Moi, je suis intéressée par le coaching. J'ai des activités de conseil, notamment dans le domaine des médias et du marketing. Et voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je sens qu'il pourrait être complémentaire à ce que je fais. Et je suis intéressée notamment par les informations qui porteraient sur la formation, les certifications et puis le contenu. Voilà. Très Merci en bien. tout cas. Merci Barbara. Alors, sur le cœur du Zoom aujourd'hui, on sera vraiment sur déjà certains contenus, le métier de coach, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, vous donner des informations là-dessus. Et en fin de webinaire, on vous donnera aussi des informations sur les formations qu'on propose et la formation Corporate Coach and Team Trainer, qui est une formation certifiante en coaching professionnel. Et on vous dira aussi quelle est l'histoire de cette formation, parce elle a une belle et riche histoire dont dont Sandra et moi, nous sommes fiers de faire partie aujourd'hui et dont vous pourriez faire partie aussi bientôt. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite se présenter? Ok, mais en tout cas, peut-être que vous aurez l'occasion de le faire au cours des questions, si vous avez des questions en cours de webinaire. Alors, je vous propose qu'on aille droit au but et directement au cœur du sujet. Dans certaines communications qu'on a faites autour de ce webinaire, donc je vous disais on n'allait pas se cacher, on n'allait pas faire de faux semblants et qu'on allait aussi aborder certaines questions, je dirais, délicates ou difficiles à propos du coaching et notamment la question de la crédibilité. Alors, on y va. Il y a quelques interrogations, quelques remarques fréquentes à propos du coaching. C'est soit, par exemple, tout le monde est coach ou la formation des coachs est-elle suffisante? Quelle est la moralité? Quelle est l'éthique des coachs? Alors, il y a quelques évidences pour moi à rappeler là-dessus. C'est que déjà, il n'y a jamais trop de bons coachs, il n'y a jamais de trop bons coachs et il n'y a jamais trop de bons coachs. De la même façon que dans toute discipline, que ce soit les avocats, les restaurateurs, les architectes, les artisans,
les maçons, les médecins. Alors, enfin bref, quelles que soient les disciplines, vous allez toujours avoir des professionnels qui vont être identifiés comme étant des professionnels compétents qui sont aimés et des professionnels qui le sont moins. Parfois qui peuvent être compétents et pas très aimés, et parfois peut-être aussi qui vont pas être très bons dans leur discipline, ça peut arriver. Et le fait que pour moi, aujourd'hui, la question se pose, en tout cas sur le coaching, ben, ça montre que tout simplement que le coaching, ce n'est pas un métier qui est tellement en dehors de la réalité des autres métiers. Donc, dans le coaching, comme dans toutes les professions, il va y avoir du bon et du moins bon, sachant que le coaching, c'est encore une discipline qui est en train de se normaliser. Donc, dans cet ajustement-là, il va y avoir de tout, comme dans les autres professions. Et il y a un exemple que j'aime bien prendre, et j'espère qu'il sera bien compris, c'est qu'il y avait je ne sais pas si c'était une députée qui parlait de l'égalité homme-femme, et elle disait que pour elle, et elle militait pour l'égalité homme-femme au travail, et elle disait que pour elle, il y aurait vraiment l'égalité homme-femme quand on allait nommer des femmes incompétentes à des postes de responsabilité. On pourrait dire, mais l'égalité homme-femme, c'est une femme, elle est compétente pour le poste, on l'y met. Ouais, mais non, parce qu'en fait, il y a des hommes incompétents qu'on va placer aussi à d'autres postes. Donc, elle disait, l'égalité, c'est quand les femmes incompétentes aussi vont être promues. Et le coaching, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que le fait que le coaching devienne une profession à part entière, ça va faire qu'il y aura des bons et des moins bons coachs. Alors, pour ce qui concerne l'éthique ou la moralité, il est bien évident aussi que la formation des coachs, elle est cruciale. On va revenir là-dessus. Et moi, ce que je pourrais ajouter maintenant avec l'expérience qu'on a, enfin, qu'on engrange, hein, que j'engrange dans le métier de coach aussi, et c'est aussi comme dans tout, c'est-à-dire que la formation est cruciale et en même temps, parfois, même ça peut ne pas suffire. C'est-à-dire que nous, dans nos formations, on va d'abord rechercher certains profils de personnes, donc certains profils professionnels et certains profils, non pas de personnalité, mais certains types de personnes. On va se concentrer sur l'humain, quelle est la personne que j'ai en face de moi, littéralement. Et il va falloir les deux. Il va falloir déjà avoir certaines prédispositions, un certain état d'esprit vécu, acquis, et ensuite passer par une bonne formation pour être un bon coach. Si on part de trop loin dans sa façon de voir le monde, dans sa façon de voir les autres, en tout cas selon nos critères à nous, la formation ne pourra pas tout faire. Alors, plutôt que bon coach ou mauvais coach, hein, même si c'est précisé de cette façon-là, voyons quelques bonnes pratiques de coach et quelques mauvaises pratiques de coach. Alors, c'est quoi la distinction? C'est que on pourrait avoir une mauvaise pratique de coach, l'ajuster et avoir une bonne pratique de coach. Donc, de façon générale, on va dire un mauvais coach, ça serait celui qui utilise de façon régulière, constante, des mauvaises pratiques de coach. Mais la bonne pratique de coach, en tout cas, elle n'est pas aussi fortement ancrée dans l'identité d'une personne. En gros, ça veut dire, si on a des mauvaises pratiques, on peut aller vers les bonnes pratiques. La prochaine fois, je corrigerai bonne pratique de coach, mauvaise pratique de coach. Alors, dans les mauvaises pratiques de coach, il y a le fait que certains coachs vont faire des promesses qu'en fait, seul le client peut tenir. Et le pire, c'est qu'après, ces coachs-là pourraient faire culpabiliser le client à qui, eux, ils ont fait des promesses, ils pourraient le faire culpabiliser de ne pas avoir accompli ce que lui, le coach, avait promis. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle du coaching dommageable, des interventions dommageables, c'est-à-dire qu'on ressort du coaching pire que comme on est entré. Et en coaching, pour nous, c'est un peu comme en médecine, d'abord ne pas nuire. Dans autre mauvaise pratique de coaching, il y a le fait de prendre des risques inconsidérés. Quand on regarde ce qui se fait sur la motivation sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bonnes choses. En fait, il y a beaucoup de contrastes. C'est-à-dire qu'il y a des choses pertinentes, il y a des choses moins pertinentes, etc. Mais pour moi, ce qui est souvent très absent du monde du développement personnel ou du coaching en général, c'est la notion de protection. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre nos rêves, ça ne veut pas dire que l'impossible n'est pas possible, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de réaliser des choses incroyables, mais on ne va pas le faire n'importe comment. C'est OK d'aller escalader l'Himalaya, c'est pas OK de partir tout seul
en sandales, un matin, on se réveille, tiens, si je prends un billet pour l'Himalaya, ah, il fait beau, ça y est, je monte. Non, ça, c'est pas OK. Le projet est OK, mais ce qui va être déterminant, c'est comment on y va. Ils ne vous aident pas à vous donner les bonnes protections, donc ils vous font culpabiliser de ne pas atteindre les résultats qu'ils ont décidés pour vous dans leurs promesses, qui peut-être étaient des promesses commerciales ou des promesses pour vous engager. Et avec tout ça, ils ont des projets pour leurs clients. C'est-à-dire que le coach va dire, moi, coach, je t'ai regardé, je te vois et j'ai décidé pour toi que voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois accomplir. En fait, le coaching, quand on parle de coaching, il y a parfois des parallèles avec certaines disciplines, que ce soit de sagesse ou de bouddhiste un peu zen, ou des choses en tout cas de cet ordre-là. C'est-à-dire que le coaching, ça demande presque un état de non-attente, de présence totale du coach et de non-attente, parce que le coach doit avoir la capacité lui-même à se laisser surprendre par son client et par les potentialités de son client. Donc, s'il est trop ancré dans ses propres certitudes, il va renforcer dans son client ce qui est certainement de l'ordre du passé ou de l'ordre de l'actuel, mais il ne va pas l'aider à créer quelque chose de nouveau et à engager et exprimer ses pleines potentialités. Ils se servent dans le coaching au lieu de servir. Le coaching, c'est vraiment une discipline dans laquelle on vient servir. On rentre en coaching parce qu'on a envie de contribuer. Évidemment, c'est parce que c'est quelque chose qu'on aime soi, et tant mieux. Mais je vais faire encore le parallèle avec la médecine, où les disciplines de la relation d'aide ou de l'aide à l'autre, on vient apporter quelque chose. On vient contribuer au développement d'une personne. Et en contribuant au développement d'une personne, nous aussi, ça va nous apporter des choses. Nous aussi, en tant que coach, on va prendre soin de nous, on va prendre du plaisir, on va s'épanouir, mais le but du coaching, c'est apporter une aide à l'autre. Et le coach n'est pas là donc pour lui venir renforcer son ego défaillant ou venir soigner ses blessures en aidant l'autre. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, souvent, nous, on fait le lien en tout cas entre thérapie et coaching, c'est-à-dire que toutes les personnes qu'on forme au coaching, on leur impose d'avoir un lieu thérapeutique pour qu'elles puissent voir, observer, soigner ce qu'elles ont à soigner en dehors du coaching et qu'elles soient pleinement disposées, présentes pour accompagner leurs clients et pour être dans le processus d'apprentissage du coaching. Parfois, le fait de se servir dans un coaching, ça peut être caché. Vous avez, par exemple, des coachings, un coach qui peut proposer des coachings gratuits. Ça peut arriver qu'on en fasse, etc. Mais on est très conscient, nous, dans notre démarche, de ce que ça représente, de pourquoi on le fait et des risques quand on fait du coaching gratuit. Parce que souvent, un coach qui va proposer des coachings gratuits, que ce soit pour une raison commerciale ou une autre, il va dire des choses comme ah, j'ai reçu les félicitations de mes clients. Mes clients m'ont dit, tu as vraiment aidé à changer ma vie. Ah, moi, je me paie avec ça. Et nous, franchement, en tant que professionnels, on croit qu'un coach ne doit pas se payer avec ça. Et qu'il peut y avoir, je ne dis pas que c'est systématique, mais il peut y avoir derrière des schémas qui ne vont pas être clairs, qui ne vont pas être nets et qui ne vont pas servir le dessin du coaching. Le fait d'être complaisant aussi, c'est une faute. On parle beaucoup de bienveillance dans le métier du coaching et à juste titre. Pour nous, même sans être, en étant une qualité essentielle d'un coach, le coach est bienveillant. Pour nous, c'est une qualité humaine aussi, tout simplement. Un manager, on estime qu'il doit être, en tant qu'humain, la bienveillance, moi, je considère en tout cas que c'est une base hein, en tant qu'humain. Mais la bienveillance, ce n'est pas la complaisance. Donc, la bienveillance, c'est de regarder avec un regard favorable, c'est chercher le meilleur dans l'autre, c'est chercher à l'accompagner vers ce qu'il veut sans le juger. La dimension de non-jugement, elle est cruciale. Mais la complaisance, c'est le fait de dire c'est génial quand ça n'est pas le cas. C'est le fait de dire ton comportement est totalement OK alors que le comportement n'est pas OK. La complaisance, elle est dommageable à la croissance des personnes, elle est dommageable au processus de coaching. Ils n'ont aucun élément de stratégie. Alors, un coach, pour nous, il sait ce qu'il fait quand même. Oui, il y a une part d'intuition, parfois il y a une part de magie, d'alchimie dans le coaching, où il se produit des choses. Mais ça arrive en général quand on a suffisamment travaillé ses fondamentaux pour pouvoir oublier les fondamentaux. C'est comme dans les arts, on vous dirait travailler la technique
pendant des années, pendant peut-être des décennies, et ensuite oublier la technique. Mais si vous voulez être peintre et que vous n'avez aucune technique de peintre, ça ne va pas être une œuvre d'art que vous allez créer. Et il n'ose pas dire ce qui est inconfortable. Ça rejoint aussi la complaisance. Je prends parfois cet exemple-là qui est choquant, mais ça pourrait être, imaginez qu'un coach, il a un client qui arrive en coaching, qui a une très forte odeur corporelle. En d'autres termes, le client sent mauvais. Est-ce que le coach va dire, oula, c'est ma première session, je ne vais pas mettre mon client mal à l'aise, je ne vais pas lui dire qu'il sent mauvais, etc., etc. Bah, ça sera aidant pour la personne de savoir qu'elle a une odeur qui indispose les autres. Parce qu'en plus, souvent, ce qu'un client va ou qu'une personne va manifester, va produire dans une session de coaching, elle le fait aussi ailleurs. La personne va reproduire dans le coaching ce qu'elle crée à l'extérieur. Donc, le bon coach, c'est celui qui va oser dire à son client en coaching ce que peut-être personne n'a jamais osé lui dire. Et c'est pour ça que ça va être tellement précieux le coaching. Et c'est pour ça aussi, enfin, pas que, mais en grande partie, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'alternative au coaching. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des amis, de la famille, des personnes aimantes, mais le rôle spécifique du coach, on va retrouver ça dans aucun autre rôle. Alors, il y a enfin, comme je vous disais, et c'est ce qui fait que le coach va pouvoir dire aussi, notamment des choses inconfortables, mais il y a le fait que comme le coach, lui, son enjeu personnel n'est pas, je dirais, imbriqué dans celui de son client, il va pouvoir l'accompagner de façon objective et détachée. Et quand je dis que son enjeu personnel n'est pas imbriqué dans celui du client, c'est-à-dire que le coach va être OK avec tout choix que le client pourra faire qui sera bon pour lui. Une maman est certainement la première force, pas certainement, c'est la première force aimante et aidante de toute personne qui arrive sur Terre, ou une figure maternelle. Mais il arrive un moment où le meilleur conseiller ou le meilleur aidant, ça ne sera pas forcément la maman. Parce que la maman, elle va toujours, et c'est normal, ça fait partie de son rôle de maman, elle va avoir peur en fait pour son enfant. Elle va peut-être préférer en général que son enfant lui dise bah, je vais faire un tour avec mes potes, je retourne ce soir, plutôt que je vais faire un tour du monde en solitaire ou je vais m'engager pour défendre une cause et je vais mettre ma vie en danger. J'ai pris un exemple encore une fois frappant, mais le coach, lui, va n'avoir en tête et à cœur que l'intérêt de son client. Et lui, en tant que coach, ça ne va pas affecter son propre équilibre, les choix de son client. Donc, voilà quelques explications plus techniques des erreurs, voire fautes, du coach. Il y a une discipline que nous, on adore, qu'on trouve absolument remarquable et qu'on utilise dans notre formation en coaching corporate coach and team trainer, c'est l'analyse transactionnelle. C'est une discipline qui a été élaborée dans les années 50 par Eric Berne. On pourrait dire que ça a été élaboré dans les années 50, c'est vieillot, ce truc et tout. Mais c'est une discipline qui a continué d'évoluer avec les différents transactionnalistes, les personnes qui pratiquent l'analyse transactionnelle. C'est une discipline qui est d'une grande complexité et qui d'ailleurs, un peu comme le coaching, a été victime de son succès. C'est-à-dire que l'analyse transactionnelle, elle a très vite marqué les esprits et certaines personnes ont repris des choses simples, voire simplistes, et ont développé une vision simpliste de l'analyse transactionnelle, qui est, comme je vous le disais, une discipline remarquable et d'une grande complexité. Dans l'analyse transactionnelle, il y a la notion de scénario, qui est le fait que chaque personne, en fait, écrit l'histoire de sa vie et ensuite va vivre l'histoire de sa vie qu'elle a écrite elle-même et que très souvent, elle a oublié qu'elle a écrit cette histoire. Et les personnes viennent en coaching, en réalité, pour qu'on les aide à changer l'histoire qu'elles se sont écrites, qu'elles sont en train de vivre et qu'elles n'ont plus forcément qu'elles n'ont plus forcément encore envie de vivre. Et le coach maladroit ou le coach incompétent ou le coach qui se trompe, tout simplement, il va faire des renforcements de scénario. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider une personne à changer son histoire, il va l'ancrer encore dans son histoire. Et il y a beaucoup de mécanismes très subtils, en fait, dans le coaching, raison pour laquelle, encore une fois, pour nous, la formation des coachs, elle est essentielle. On peut avoir envie d'aider, ça ne suffit pas pour être un bon coach.
j'aime les gens, j'aime l'humanité, mais moi, je ne peux pas être un bon médecin parce que je n'ai pas appris la médecine. Et je n'ai pas été validé par d'autres médecins accomplis comme moi ayant des capacités de médecin, quel que soit mon amour pour les gens. En coaching, c'est pareil, les gens, on a beau aimer le monde, on a beau aimer les autres, ça ne suffit pas. Ça peut être un prérequis, mais ça ne suffit pas. Il fait des processus parallèles. En fait, comme je vous disais, une personne qui arrive en coaching, souvent, elle va reproduire avec son coach ce qu'elle reproduit à l'extérieur. Donc, si le coach se comporte envers cette personne de la même façon que les personnes à l'extérieur, et qu'en plus, le coach fait ça de façon, il ne s'en rend pas compte, il va être dans un phénomène de processus parallèle avec son client. Il va renforcer ce que le client veut changer. Donc, au lieu d'aider à changer, il va le perpétuer. Il ne va pas reconnaître des éléments de symbiose. Vous savez, la tentation, mais ce n'est pas une tentation, c'est que ce que je dis souvent aux personnes qu'on accompagne dans nos formations en coaching, je leur dis, il n'y a pas de mauvais clients, personnes qu'on accompagne, et c'est vrai. Le client, il fait son client. Euh, je dis ça entre guillemets parce que ce n'est pas dévalorisant ou ce n'est pas une moquerie, mais le client, il se comporte en client. Mais souvent, une personne qui arrive en coaching, donc le client, il va quelque part s'appuyer sur le coach, alors qu'en fait, le but et la démarche du coaching, ça va être qu'au fond, le client, il s'appuie sur lui-même. Donc, encore une fois, on va prendre en compte les différentes étapes du coaching, les différentes étapes de développement de la personne qu'on accompagne, etc. Mais si le coach ne prend pas garde, il pourra tomber dans la flatterie, il va accepter la flatterie de la part du client. Le client va lui dire « Oh, vous êtes formidable, monsieur le coach », et il va rougir, et il va être touché dans son ego, etc. Et il va rentrer dans des éléments d'ordre transférentiel, dans des éléments d'ordre symbiotique, ça c'est aussi un terme d'analyse transactionnelle, où finalement, lui et son client ne vont plus faire qu'un, dans une merveilleuse relation, peut-être qu'ils vont rigoler ensemble, ils vont se sentir merveilleusement bien, mais le coaching, c'est pas boire le thé avec son copain ou son ami. Et si ça n'est que ça, si ça n'est qu'une conversation agréable, c'est pas la peine de prendre un coach, c'est pas la peine de dépenser votre précieux argent avec un coach. Donc, les interventions dommageables, on en a parlé. Il va y avoir aussi cette notion de certaines théories de l'humain. Hein. Vous avez des grandes disciplines du coaching, comme pour certaines personnes, enfin, il y a des éléments de PNL, ou programmation neurolinguistique, ou l'analyse transactionnelle. Enfin, il y a plusieurs comme ça disciplines qui viennent servir le coaching. Il faut avoir un minimum de références de théories sur des théories de l'humain, sachant que le coaching, la PNL n'est pas du coaching. Et je dis ça parce que souvent, il y a des personnes qui disent « Ah, mais je fais un peu de coaching, je fais un peu de PNL. Je n'ai rien contre la PNL, la programmation neurolinguistique, hein, qui est aussi une discipline d'étude de l'humain. Mais le coaching, c'est une discipline en tant que telle. Et on pourrait très bien avoir des grandes connaissances en PNL ou en analyse transactionnelle, pratiquer avec une personne sans que ça soit du coaching. Moi, j'ai été surpris quand j'ai commencé mon propre parcours de coach. Je ne vais pas préciser, je suis coach maintenant depuis 2010, donc ça 14, ouais, ça va faire 15 ans. J'ai été surpris de voir à quel point le coaching, c'était une discipline établie en tant que telle, avec sa propre théorie de l'humain et avec ses propres codes. On a parlé des mauvaises pratiques de coach. Maintenant, voyons les bonnes pratiques, ce qui va faire qu'un coach va être un bon coach ou un coach remarquable ou un coach inoubliable. Le bon coach s'assure que le client est une demande recevable. Le coaching, c'est un processus d'invitation, d'accompagnement à la responsabilité aussi. Et la demande, en fait, c'est la base du coaching parce qu'en fait, si un coach se met à pratiquer son art envers une personne qui n'a rien demandé, c'est plus un coach, c'est un sauveur. On ne vous a rien demandé, vous faites vos trucs, vous êtes un sauveur, vous n'êtes pas un coach. Il va aider le client à sortir de ses méconnaissances et de la confusion. Parfois, il y a des gens qui me disent, Frédéric, je ne suis pas sûr que je sois prêt à entrer dans un coaching parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais en fait, la première chose qu'on va traiter dans le coaching, c'est la confusion. C'est la source de cette incertitude. Et très souvent, au début d'un coaching, ce que ressent le client, ce qui manifeste, c'est de la confusion. Le coach va aider son client à sortir de la confusion.
La méconnaissance, c'est même un stade au-delà de la confusion. C'est un terme aussi d'analyse transactionnelle. Je vous parlais du scénario, l'histoire qu'on s'est écrite et qu'on vit au cours de sa vie et que parfois il est temps de changer. Mais ce qui se passe avec le scénario, c'est qu'il fonctionne un peu comme un programme informatique dont le but, c'est de continuer à vivre. À l'extrême, on pourrait même dire que le scénario, sous certains aspects, fonctionne comme un virus informatique qui veut continuer à exister. Et c'est ça qui est à la fois magnifique, terrible et remarquable, c'est que quand dans la vie d'une personne, il va y avoir des évidences qui vont se manifester pour lui prouver que l'image négative qu'elle a d'elle-même, c'est peut-être pas la réalité, que les fausses croyances qu'elle a sur elle-même, c'est peut-être pas la réalité. Il y a ce mécanisme de méconnaissance qui va faire que la personne va se couper de ses preuves, par exemple, de sa valeur ou de sa capacité pour pouvoir garder son regard cloisonné sur son scénario. Et le coach va aider une personne à sortir de ses méconnaissances et à avoir des prises de conscience qui vont faire qu'en fait, son champ de vision, son champ de conscience d'elle-même et de la réalité et des autres et du monde et de ce qui est possible va évoluer. Et parfois, le simple fait d'avoir une prise de conscience, ça va déclencher des résultats, des nouveaux résultats dans la vie d'une personne. Et c'est là que parfois on dit, mais ça touche à la magie, à l'alchimie, ou en tout cas au remarquable dans la pratique du coaching. Il va aider le client à accéder à un sentiment de valeur inconditionnelle. Ça aussi, c'est important. Parce que le coaching, c'est un processus d'accompagnement qui va souvent être ancré dans des objectifs. Je veux multiplier mes résultats, je veux atteindre mes objectifs commerciaux. Il va y avoir des choses mesurables autour du coaching. Et le paradoxe, c'est que quelque part, plus une personne va détacher sa valeur personnelle de ce qu'elle accomplit, plus elle va être capable d'accomplir des choses remarquables. Donc, en coaching, ce n'est pas juste je vais t'aider à accomplir un résultat ou à avoir ce que tu veux, c'est je vais t'aider aussi à prendre conscience de ta valeur inconditionnelle. Parce qu'au final, la prise de conscience de sa valeur inconditionnelle, déjà, c'est certainement l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire à soi-même, mais c'est cela qui va déclencher le processus qui va permettre d'atteindre des résultats. Donc, il y a la notion de pratiquer sa théorie et de théoriser sa pratique. La théorie ne sert à rien si elle n'est pas mise en pratique. Mais parfois, dans la pratique, on va découvrir des choses aussi qu'on va théoriser. Il va y avoir donc des outils, des concepts, des pratiques, des techniques particulières. Il va avoir un vocabulaire spécifique qui va nourrir et démontrer sa technique, mais surtout nourrir sa technique. Nous, ici, pour dire eau, on a un seul mot, l'eau, H2O, on dit l'eau, de l'eau. Et je crois que pour les Inuits, donc les personnes pour lesquelles l'eau, et c'est vraiment un enjeu de survie, il y a 7 mots différents pour dire eau. Il y aura peut-être l'eau du glacier, l'eau de pluie, l'eau bonne à la consommation, pas bonne à la consommation, mais ils vont avoir 7 mots différents pour dire eau. C'est-à-dire que plus vous devenez expert d'un domaine, plus vous devez avoir un vocabulaire qui peut permettre le développement de l'expertise. Et vous savez que dans la mémoire, par exemple, on dit que une des raisons pour lesquelles on a du mal à se souvenir de des événements qu'on a vécus quand on était enfant, c'est parce qu'enfant, on n'avait pas les mots et le vocabulaire, et donc on n'a pas pu stocker les souvenirs autour des mots. Donc les mots, en tout cas, sont super importants. Aujourd'hui, il y a tout un débat autour de l'appauvrissement du vocabulaire et comment l'appauvrissement du vocabulaire menace l'intelligence personnelle. Et donc, naturellement, quand on développe une expertise, on va développer des mots qui vont désigner des choses dont on n'avait pas conscience avant. Donc, le coach, il explique, il donne du sens. Ce qui est remarquable aussi, c'est que très souvent, ça c'est le plus beau cadeau du coaching, un coach va croire en vous davantage que vous-même. Un coach croit dans son client davantage que le client lui-même. Et il est modélisant. Ça, c'est aussi quelque chose qui se produit naturellement. Un client va avoir tendance à imiter son coach, à faire ce que son coach fait ou dit. Et le coach doit en être conscient. Il doit être consciemment modélisant. Ça doit être OK pour son client de faire ce que son coach fait et pratique. Et il est bien sûr efficace. C'est-à-dire que, bon, à l'arrivée, il faut que ça marche. Il pratique la bienveillance sans complaisance. Qu'est-ce que le coaching professionnel?
Alors, la définition de Manuel, hein, c'est que le coaching, c'est l'accompagnement d'un individu ou d'une équipe dans une situation professionnelle pour l'aider à trouver ses solutions et développer ses compétences dans une perspective de développement durable et global. Le coaching, ça doit être écologique. Écologique, ce n'est pas forcément les arbres et la planète. Écologique, ça veut dire bon pour soi et pas nuisible pour les autres. Euh, et donc, les solutions qui vont être mises en œuvre dans le coaching, elles doivent être durables, elles doivent être bonnes. Et la seule façon d'avoir une solution qui va être bonne et qui va être durable et qui donc va aussi être évolutive, c'est qu'elle aura été élaborée par la personne elle-même. Parce que si c'est le coach qui élabore la solution, qui donne la solution, peut-être que la solution va marcher un mois, peut-être qu'elle va marcher une semaine, mais dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce qu'à chaque fois, ou dans une semaine, dans 2 semaines, dans 2 jours, dans 3 heures, est-ce qu'à chaque fois que le client va avoir une difficulté, va avoir un doute, il va falloir qu'il aille voir le coach pour avoir la solution du coach? Et que se passera-t-il le jour où le coach va se tromper? Admettons que le coach, il ait raison pendant 10 ans. Ah, mon coach m'a aidé, c'est formidable. Eh ben oui, je vais encore écouter et faire exactement ce qu'il m'a dit. Et là, le coach s'est planté. La seule façon d'avoir une solution écologique, la seule façon d'avoir une solution qui soit durable et bonne à long terme, c'est qu'elle soit élaborée par la personne elle-même. Et donc, le coaching va être aussi efficace, en tout cas pratiqué, que ce soit ce qu'on appelle le coaching one-to-one, le fait pour une personne d'être un coach, d'être face à son client et de l'accompagner, que d'accompagner des équipes. On parle aussi de team building ou de cohésion d'équipe. Et il y a des phénomènes qui peuvent être très puissants aussi dans l'accompagnement des équipes et qui parfois, en tout cas, les deux les deux pratiques vont s'enrichir. Je vous ai déjà parlé de quelques mécanismes à l'œuvre. Il y en a un qui est d'une très grande puissance. Euh, ce sont donc les drivers. Les drivers, c'est aussi un concept d'analyse transactionnelle. Et en gros, le concept autour des drivers, c'est la façon dont on a appris à se fabriquer de la valeur personnelle. Et c'est une façon qui, à la base, n'est pas forcément saine. Les drivers vont, par exemple, s'exprimer de la façon suivante. Je n'ai de la valeur en tant qu'individu que si je suis parfait. On va parler d'un driver soit parfait. Et donc, la personne expérimentée pourrait dire, oh là là, tel collaborateur, c'est remarquable, il corrige tout, il fait tout, tout est génial, il est perfectionniste, etc., etc. Oui, on va rechercher la qualité et oui, on va rechercher la performance et oui, c'est génial, la qualité et la performance. Mais il faut que, pour que ça soit durable, bah, en général, il faut que ça soit hors driver parce que quand on est dans la fabrication de valeur par le fait d'être parfait, tôt ou tard, ça ne fonctionnera plus parce que on est avant tout humain. Donc, disons que la charge, on parle souvent de charge mentale, etc. Mais la charge psychologique associée au driver fait que ça n'est pas sain de performer parce qu'on a ce driver. En plus, dans les drivers, souvent, derrière, il peut même y avoir un enjeu vital. Ça n'est pas tant euh, que je n'ai de la valeur en tant qu'individu que si je suis parfait, ça c'est un exemple. Ça peut même être, je n'ai le droit de vivre que si je suis parfait. C'est-à-dire, si je ne suis pas parfait, inconsciemment, je peux craindre pour ma propre vie ou penser qu'il va y avoir une issue fatale. Alors, on touche à des éléments psychologiques et en coaching, on est souvent dans de l'opérationnel et évidemment à l'humain. Et le coaching n'est pas de la thérapie, mais il faut quand même avoir connaissance de ces mécanismes puissants à l'œuvre dans les humains, sachant qu'on peut aussi aider des personnes sans forcément aller creuser leur passé ou aller au tréfonds de leur âme. On peut les aider à travers des choses opérationnelles ou en partant d'une base opérationnelle, on peut les aider à changer des choses profondes. Et c'est ce qui faisait dire à Annick Vasmer, qui nous a formé Sandra et moi au coaching, qui a créé la formation Corporate Coach and Team Trainer, qu'on a repris depuis. C'est ce qui faisait dire à Annick, le coaching peut être aussi puissant qu'une thérapie.
Vous avez des termes qui sont souvent pratiqués comme l'autosabotage, par exemple, thème abordé par Paul Václavic dans Faites vous-même votre malheur. L'autosabotage, euh, pour, une fois qu'on connaît les mécanismes du scénario, de la façon dont on crée sa réalité, souvent, on va utiliser un vocabulaire qui va être plus précis que autosabotage. Mais autosabotage, ben, que le nom, il dit il est assez explicite en lui-même. C'est-à-dire que vous allez avoir une personne qui a tout pour, entre guillemets, réussir ou qui a tout pour accomplir ce qu'elle souhaite et qui ne le fait pas parce qu'elle s'empêche elle-même de le faire. L'effet Pygmalion, c'est l'un des effets les plus remarquables à l'œuvre dans le coaching et en voilà la source. Pygmalion, c'était un artiste, en fait, un sculpteur grec de l'Antiquité grecque, mais je dirais l'Antiquité mythique, hein, je ne sais pas si Pygmalion a réellement existé, mais qui a créé une statue et qui est tombé amoureux de sa statue et qui, si je ne me trompe pas, lui a donné vie en tombant amoureux de la statue qu'il a créée. Et en fait, l'effet Pygmalion, c'est le fait de donner vie à ce que l'on va voir chez l'autre. Donc, quand on voit la beauté chez l'autre, on lui donne vie. Quand on voit la bonté chez l'autre, on lui donne vie. Et ce phénomène-là, il est très puissant dans le coaching. Il a été observé, il y a des exemples qui ont été faits aux États-Unis ou au Japon, je crois, aussi, où en début d'année, on a pris une classe d'élèves brillants et on a dit à leur professeur, ces élèves sont nuls. À la fin de l'année, ces élèves brillants avaient des notes catastrophiques. On a pris une classe d'élèves dits médiocres et on a dit à leurs profs, ces élèves sont extraordinaires. À la fin de l'année, ces élèves avaient des résultats extraordinaires. Les professeurs ont réellement créé ce qu'ils s'attendaient à voir de leurs élèves. Et ça, c'est un processus qui est fort. C'est pour ça que parfois, vous pouvez avoir deux personnes, vous pouvez avoir une personne qui va avoir des comportements radicalement différents en fonction des personnes avec qui elle va interagir parce que l'attente des autres envers elle-même va être tellement forte. Voilà quelques compétences que vous allez développer en coaching. C'est-à-dire si vous prenez un coaching et a fortiori, bien sûr, si vous entrez dans un processus pour devenir coach. La connaissance de soi. Vous allez vous connaître sous un jour nouveau et je dirais la connaissance de soi et l'acceptation et l'appréciation de soi. Pour illustrer ce qui se passe très souvent quand des personnes découvrent des principes de coaching, c'est ah, ok. Ah, je comprends pourquoi je faisais ça. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi j'avais tel problème. Ah, mais je comprends maintenant. On apprend à s'accepter, à se connaître. Et pour moi, je vais dire pour nous, mais pour nous, coachs, c'est c'est trop dur, c'est trop fort de dire c'est criminel. Mais c'est presque criminel, en fait, de ne pas, à l'école, pratiquer ces matières-là, de la connaissance de soi, l'acceptation de soi et l'appréciation de soi. Et vous allez me dire, mais oui, mais souvent les profs, ils le font, et heureusement qu'ils sont là, et heureusement qu'ils le font. Mais peut-être qu'il y aurait matière, c'est pas le débat, hein, mais à faire des sciences humaines, je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre à l'école, parce que l'acceptation, l'appréciation de soi, c'est l'enjeu d'une vie, en fait. C'est ce qui donne aussi du sens à une vie. Alors, en devenant coach aussi, par le processus du coaching, vous allez bien sûr acquérir de la confiance. En devenant coach, vous allez développer votre puissance de coach. Un coach, il est puissant, mais la puissance du coach, c'est la puissance pour. C'est pas la puissance sur. C'est pas je vais te dire ce que tu dois faire. C'est pas je suis au-dessus de toi. C'est non, moi je suis un humain profondément connecté à ma propre puissance, à ma propre beauté en tant qu'humain. Et à partir de ça, je vais t'accompagner, toi, dans le développement de ta beauté et de ta puissance en tant qu'humain. Il y a aussi la notion de communication efficace. Je ne vais pas tellement détailler là, mais il y a comment communiquer ou comment donner du feedback
On intègre aussi des éléments de process communication. La process communication, c'est une discipline qui a été élaborée par Tabi Kaler, qui est un psychologue américain. Au début de ses travaux, je crois que c'était dans les années 70, il a même été financé par la NASA. La Maison-Blanche aussi a fait appel à utiliser en tout cas les travaux de Tabi Kaler. C'est à la base, dans ses travaux, il a développé des choses aussi proches de l'analyse transactionnelle. On a une formation aussi en process communication modèle avec Sandra qui a été formée par Kaler France à cette discipline remarquable qui consiste à savoir communiquer en fonction des profils de personnalité. Donc, dans notre formation en coaching, on ne voit pas tous les détails de process communication modèle. Pour ça, il faudra faire la formation process com. Mais en tout cas, on intègre des éléments en tout cas de communication efficace parce que souvent, cet aspect-là, il est défaillant. Même sur des personnes à des hauts postes ou des personnes compétentes techniquement, l'aspect communication est souvent défaillant. Et en plus, dans la communication, outre la technique et la connaissance, il y a cette notion d'humain. Voilà. À quelle part de ma propre humanité je suis connecté? Ça va être déterminant pour la communication. Il y a ce qu'on va appeler l'intelligence de situation aussi, le fait de prendre soin de soi. Ça, c'est la base, c'est l'alpha et l'oméga du coaching, du développement humain, prendre soin de soi. Et non, prendre soin de soi, c'est pas faire des massages. Alors oui, faire des massages, c'est bien. Et c'est du bon, ça peut être du temps de qualité pour soi, prendre soin de son corps, etc. Mais on pourrait faire des massages régulièrement et ne pas prendre soin de soi au sens du coaching. Prendre soin de soi au sens où on l'entend, c'est satisfaire ses besoins psychologiques. La notion de besoin psychologique, elle est aussi liée à process communication modèle. Anthony Robbins, qui est un coach, un leader américain du coaching que vous connaissez peut-être, il a, lui, ce qu'il appelle les besoins humains. Besoin de certitude, besoin de variété, besoin de reconnaissance, besoin d'unicité, etc. Mais en process communication modèle, il y a aussi les besoins psychologiques. On peut établir des liens entre besoins humains et donc on va dire que ce sont des façons différentes de dire des choses, peut-être pas similaires, mais en tout cas proches. Mais prendre soin de soi au sens où on l'entend, c'est vraiment prendre soin de son intérieur. Il y a aussi, je dirais, l'essence de la résolution de conflits. Et il va y avoir, bien sûr, quand on développe, qu'on ce soit qu'on devienne coach ou qu'on prenne un coaching, on développe je dirais, son charisme, sa présence et à travers ça aussi, son leadership et son influence. Alors, que peut-on espérer d'un coaching? Ce que Bob Proctor appelle le changement de paradigme. Bob Proctor, c'est un leader du développement personnel qui est mort il y a peut-être environ 2 ans. Et il appelait ça le changement de paradigme. Le paradigme, c'est un autre mot en fait pour le scénario. C'est le paradigme, c'est ce qui permet en fait d'accéder à une autre réalité. C'est-à-dire, j'ai mon propre conditionnement intérieur. Vous savez mais que physiquement, scientifiquement, on ne voit pas avec les yeux. Est-ce que vous savez cela? On voit avec le cerveau. Il y a des personnes dont les globes oculaires, toute la dimension, tout ce qui compose physiquement l'œil est parfaitement opérationnel, mais les personnes ne vont pas voir parce que la zone du cerveau qui va correspondre à la vision, etc., est endommagée. On voit littéralement avec le cerveau. Et d'ailleurs, même, on voit à l'envers, en vrai. Vu comme la lentille, comme l'œil est fait, en fait, on voit à l'envers. Et c'est le cerveau qui remet l'image à l'endroit. Donc, tout ça pour vous dire que déjà, physiquement, on voit avec le cerveau et avec notre propre psychologie, d'une certaine façon. Donc, plutôt, c'est aussi valable d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire qu'on voit la réalité à travers notre propre prisme psychologique. Et même du point de vue de la physique quantique, il va y avoir autant de réalité que d'observateurs. C'est ce qui permet aussi de dire qu'on crée sa réalité. Il y a autant de réalité que d'observateurs. Donc, quand vous faites les bons ajustements à l'intérieur, vous invitez dans votre vie, vous avez la capacité de le faire, vous invitez d'autres niveaux de réalité dans votre vie. On peut espérer cette notion de saut quantique. Le saut quantique, c'est un terme de physique quantique qui s'exprime, enfin qui définit une façon d'évoluer des particules. Vous savez que dans les particules, grosso modo, il y a un noyau
et il y a des atomes qui tournent autour, mais ils ne tournent pas comme la Terre autour du Soleil. Enfin, ils font en gros des zigzags comme ça, des électrons autour de noyaux qui constituent l'atome. Mais on constate en gros que certaines particules, elles vont évoluer autour du noyau sur une certaine trajectoire et que parfois, il va y avoir des processus où elles vont changer de trajectoire. Elles vont changer de trajectoire, la trajectoire autour de laquelle elles tournent autour du noyau. Et ce qui est absolument mind-blowing, comme on dirait, qui fait exploser le cerveau, c'est qu'en fait, ces particules, elles vont changer de trajectoire, mais elles ne vont pas changer progressivement de trajectoire, elles vont disparaître de là où elles sont pour réapparaître à un autre niveau. C'est ce qu'on appelle, enfin, ça serait de l'ordre du changement instantané ou du changement remarquable. Et du point de vue de la physique quantique, quand je déplace ma main, en fait, n'est pas en train de passer progressivement d'une situation à une autre. Littéralement, du point de vue de la physique quantique, ma main disparaît pour réapparaître à côté. Elle disparaît pour réapparaître à côté. Elle disparaît pour réapparaître à côté. Donc, en fait, la notion de continuité, elle est plus psychologique que réelle. Ça peut sembler abstrait, je vais ramener ça à du concret. C'est que globalement, on a tendance à penser que pour changer les choses, il faut mettre en œuvre beaucoup d'efforts et qu'on va changer petit à petit. Le coaching offre cette dimension du changement qui n'est pas l'unique façon de changer, mais qui est le changement remarquable et conséquent devient possible. Il ne va pas se produire systématiquement, pas forcément avec tout le monde, mais ça devient possible et certaines personnes l'expérimentent. Je passe d'un point A à un point B sans forcément être passé par toutes les étapes intermédiaires laborieuses. Alors, le changement, il est souvent imbriqué dans les deux, c'est-à-dire qu'il y a cette notion quantique du changement qui peut être un changement magnifique, brutal, pas agressif, mais en tout cas franc. Mais le changement progressif a aussi de la valeur et j'aime bien prendre cet exemple-là qui je dirais, nourrit les deux types de changements. C'est le centime magique. Et le centime magique, je vais vous donner l'exemple. À votre avis, si on vous donne un centime qui multiplie sa valeur par 2 pendant 31 jours, au bout de 31 jours, combien vous aurez? Vous avez 1 centime le premier jour, 2 centimes le deuxième jour, 4 centimes le troisième jour, 8 centimes le cinquième jour, etc., etc. Au bout de 31 jours, à votre avis, ça va faire combien? Je ne vais pas vous laisser durer le suspense très longtemps, mais sachez, je sais que vous allez penser que c'est impossible, que c'est incroyable, mais sachez que 1 centime qui multiplie sa valeur par 2 pendant 31 jours, ça fait, au bout de 31 jours, une somme supérieure à 10 millions d'euros. Je répète, j'ai bien dit 10 millions d'euros. Et si vous prenez 1 euro qui multiplie sa valeur par 2 pendant 31 jours, au bout de 31 jours, vous avez plus de 1 milliard. Et donc, c'est pour ça, j'aime bien prendre cet exemple, parce qu'on pourrait dire que c'est un petit changement de passer de 2 centimes à 4 centimes. Mais à l'arrivée, ça peut créer un changement remarquable. Et en fait, il n'y a pas de petit changement. Et parfois, dans le coaching, il va y avoir ce qu'on pourrait appeler des petits changements. Donc, ils ne seront pas des sauts quantiques, qui ne vont pas être considérés comme des sauts quantiques, mais l'effet cumulé de ces petits changements, à la fin, ça pourra produire un changement remarquable. Donc, que ce soit le changement global ou le changement progressif, chaque type de changement va avoir son sens, sa valeur et son utilité. Et souvent, les deux seront imbriqués. Bien sûr, le coaching va vous apporter du bien-être, de l'aisance, de façon générale, et même dans votre vie privée, même s'agissant d'un coaching professionnel, vous allez aussi gagner ça dans votre vie privée. Ça va vous apporter aussi cette capacité à créer de façon délibérée, c'est-à-dire à produire des résultats de façon consciente et délibérée. Alors, pourquoi le coaching est aussi efficace? Parce qu'en fait, le coaching propose, le coaching en fait que nous, on promeut et sur lequel on se concentre, un changement au niveau de l'être. C'est ce qu'on appelle un changement de niveau 2, c'est ce qu'on appelle aussi libérer le prince. Le prince, c'est encore un concept d'analyse transactionnelle. Et pour l'analyse transactionnelle, il y a au cœur de chaque individu une capacité pleine à aimer, à être aimé, qui représente le meilleur en nous et qui est le prince.
Et d'ailleurs, dans les dessins animés, dans les contes pour enfants, vous voyez la princesse qui embrasse le crapaud. Alors moi, quand j'accompagne des femmes, je leur dis, si vous voulez un prince dans votre vie, un partenaire de votre vie, n'allez pas chercher un crapaud, allez chercher quelqu'un qui correspond à ce que vous voulez, plutôt que chercher quelqu'un qui ne correspond pas et essayer de le transformer. Mais cette métaphore-là, je pense qu'elle a été mal comprise, en fait, même si, enfin, la métaphore du conte de fées, c'est qu'en fait, c'est son propre crapaud intérieur à soi qu'il faut embrasser. Nos doutes, nos peurs, nos incertitudes, nos ratés, nos erreurs, tout ce qu'on voit d'imparfait ou qui nous met mal à l'aise avec nous-mêmes, une fois qu'on embrasse cette partie-là, une fois qu'on la regarde à partir de ce qu'il y a de plus grand, de plus fort, de plus beau en nous, ben on se réconcilie avec soi-même. Et donc, accéder au prince derrière l'apparence du crapaud, de nos imperfections, de nos doutes, de je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Quand on accède au prince, c'est là que la magie opère. Et quand on crée ce changement intérieur intrinsèque, évidemment que les actions vont changer aussi. Évidemment que les stratégies vont changer et que les résultats vont changer. Mais la clé pour nous, c'est de créer le changement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est parce que dans le coaching, on encourage une personne à se changer elle-même ou à changer elle-même. On résiste naturellement au fait d'être changé, mais on s'implique dans le changement que l'on choisit soi-même. Et le coaching, c'est aussi un espace où on va redécider. Parfois, on a pris des décisions dans notre vie dont on n'a pas conscience, mais dont on vit encore les résultats. Des décisions comme, par exemple, je ne mérite pas d'avoir ce que je veux vraiment ou je ne suis pas capable d'obtenir ce que je veux vraiment. On a oublié qu'on a pris cette décision-là, mais elle est encore active et c'est elle qui produit des résultats. Le coaching, c'est un espace dans lequel on va pouvoir redécider si on prend un coach ou aider son client à redécider si on devient coach. Il y a cette phrase toute simple et belle d'Anthony Robbins, votre passé n'implique pas votre futur. Ce qui détermine ce qu'on va être, ce n'est pas forcément ce qu'on a vécu. Et de la même façon, ce n'est pas le sillage du bateau qui conditionne la direction du bateau. À tout moment, le bateau peut changer de direction. Alors, le coaching pour qui? Toute situation, type professionnel, sachant que, pour être plus précis, et concrètement, moi, ce qui amène en général mes clients en coaching, sauf parfois, ce qui amène une personne en coaching, enfin, ce que j'ai vécu moi, hein, le vécu d'autres coachs pourrait être différent, c'est la frustration. C'est j'en ai assez d'eux, j'en ai marre d'eux, j'en peux plus d'eux. Et quand la frustration devient inconfortable, trop inconfortable, les personnes viennent en coaching. C'est pas la raison unique ou c'est pas peut-être même censé être la raison principale parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'aller mal pour aller mieux, mais c'est souvent la frustration qui amène des personnes en coaching et en coaching professionnel, dans le coaching auquel nous on accompagne, on forme dans notre formation Corporate Coach and Team Trainer, on accompagne les coachs à traiter des situations professionnelles, des situations corporate, c'est-à-dire des managers, des leaders, des dirigeants. Et on peut aussi accompagner, encore une fois, tout professionnel dans l'exercice de sa pratique professionnelle. Le coaching, ça va être pour toute personne qui décide de se faire ce cadeau. Le coaching, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Une formation en coaching, c'est aussi un cadeau que l'on se fait à soi-même. Alors, l'impact d'une formation en coaching dans votre vie professionnelle, personnelle, j'en ai déjà parlé, mais en fait, c'est comme se découvrir, je ne vais pas dire de super pouvoir pour ne pas tomber dans la caricature de ce qui fait parfois le mauvais coaching, mais en tout cas, c'est se découvrir des champs de possibilités qui étaient souvent ignorés ou pas suffisamment investis avant. Et en tout cas, la différence que ça peut faire, elle est immense parce qu'on est dans la vie professionnelle, elle est exigeante. Les personnes qui ont des hautes responsabilités ou des hautes fonctions subissent un stress qui est important. Et parfois, elles font le choix de se sacrifier psychologiquement ou émotionnellement ou même humainement pour pouvoir répondre aux exigences de leur poste.
Et en fait, nous, ce qu'on leur propose dans le coaching, c'est on leur dit, attends, oui, ton poste est exigeant, euh, oui, c'est difficile, oui, il faut beaucoup travailler. Mais nous, ce qu'on te propose, c'est de remplir tes exigences envers ton poste et en même temps de t'accorder à toi ce dont tu as besoin, sachant que c'est aussi en t'accordant à toi ce dont tu as besoin que tu vas pouvoir remplir tes exigences envers ton poste. Je prends parfois cet exemple-là. Imaginez une personne qui ferait Paris-Bordeaux en voiture ou Bastia-Pointe-à-Pitre si vous êtes en Guadeloupe. Et la personne, elle se dit, oulala, elle part de Bastia, elle se dit, oulala, il faut vraiment que j'arrive à Pointe-à-Pitre. Elle part de Bordeaux, elle se dit, il faut vraiment que j'arrive à Paris. C'est tellement important d'aller à Paris. C'est tellement, tellement important d'aller à Paris. Ah, il faut que je fasse de l'essence. Mais non, je ne peux pas m'arrêter. Je ne vais pas faire de l'essence. C'est trop important que j'aille à Paris. C'est trop important que j'aille à Pointe-à-Pitre. Si on ne s'arrête jamais dans la station d'essence, on va tomber en panne sèche. Hein. Et le paradoxe aussi, c'est qu'on a tendance à mieux traiter sa voiture que soi-même. Parce que si le matin, quand vous démarrez, votre voiture, elle fait une fumée blanche, vous allez couper le moteur, vous allez appeler le garage, vous allez l'emmener direct au garage. Mais si le matin, il y a des sentiments bizarres qui ressemblent à du burn-out ou à ce qui peut précéder le burn-out, l'épuisement professionnel, la perte de sens, etc., dans la plupart des cas, les personnes, elles vont continuer d'appuyer sur l'accélérateur. Je vais mettre mes doutes à côté. Je ne suis pas une mauviette. Je suis fort. Je ne dois pas avoir peur. Et je vais mettre tout ça à côté. Je vais tenir, tenir, tenir jusqu'à ce que je ne puisse plus. Vous savez, il y a des statistiques qui disent que 45% des travailleurs français dans les entreprises sont en risque de burn-out ou en situation de burn-out. C'est énorme. Et le coaching aussi, c'est un endroit dans lequel vous êtes en sécurité. On a une conférence qui s'appelle Manager Coach et un des buts de notre formation en coaching, c'est de former des managers en coaching pour qu'ils puissent intégrer le coaching dans leurs activités de manager. Il en reste, et on y croit évidemment si on le fait, que le fait d'avoir un lieu en dehors dans l'entreprise, ça donne une sécurité qui peut difficilement exister autrement. Et dans le fait de prendre soin de soi, pour moi, il y a des choses à dire ou ne pas à dire en entreprise. Et le coaching n'est pas le lieu du conseil, mais jamais je n'encouragerais une personne à dire à son manager ou à son N+, je ne me sens pas à la hauteur. Parce que de fait, dans l'environnement corporate de la vraie vie, la plupart du temps, vous allez être jugé et ça va être en votre défaveur. C'est tout à fait OK de dire à son coach, si vous le ressentez, si c'est ce que vous pensez, je ne me sens pas à la hauteur. Et le coach va vous aider à travailler à partir de ça. Mais cet espace sécurisé où vous allez pouvoir partager vos peurs, vos doutes, vos ambivalences, toute la complexité qui fait votre identité, cet espace-là, pour moi, on ne va pas le retrouver ailleurs que dans un espace de coaching. C'est encore ce qui nous permet de dire il n'y a pas d'alternative au coaching. Alors, comment choisir un coach, une formation en coaching? Il va y avoir beaucoup cette notion déjà d'affinité personnelle, de, de savoir comment vous raisonnez avec les personnes, si vous avez les mêmes valeurs, quelles sont les références de la formation, etc. Alors là-dessus, très franchement, moi, je ne vais pas tellement vous parler de ce que les autres font, parce qu'en vrai, je m'intéresse davantage à ce qu'on fait nous, et je vais vous parler de notre formation en coaching qui s'appelle Corporate Coach and Team Trainer, et qui est une formation qui a été créée par Annick Wasmer il y a plus de 20 ans. Annick Wasmer, elle est aujourd'hui à la retraite, elle profite de sa retraite. Elle a formé plus de 600 personnes en Alsace, en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion au coaching. Et pour moi, Annick, c'est vraiment un maître coach. C'est-à-dire que quand je regardais Annick coacher, je ne suis pas le seul à avoir eu ce sentiment-là. On avait l'impression d'avoir vraiment de voir de l'art. Parce que le coaching touche à l'humain et toute la beauté de l'humain et toute la complexité de l'humain va pouvoir ressortir dans le coaching. Et ça a été un privilège, en tout cas, d'être formé par elle et d'assister à plusieurs de ces sessions de formation et de se voir confier la continuité de cette formation Corporate Coach and Team Trainer. C'est un privilège. Donc,
À qui s'adresse cette formation? Je vais vous donner plus de précision là-dessus. C'est une formation qui s'adresse aussi bien aux dirigeants, aux managers, qu'aux consultants, aux professionnels entrepreneurs qui veulent exercer une activité de coach. C'est-à-dire que c'est une formation qui vous sera utile aussi bien dans vos fonctions de dirigeant, de manager, que si vous voulez développer une activité de coach. Cette formation, elle est littéralement, comme toute bonne formation en coaching, elle est transformatrice. Parce que le processus de la formation, c'est un processus de coaching. Le processus par lequel on vous apprend à faire du team building, c'est un processus de team building. Donc, on apprend en faisant. Vous apprendrez à être coach en étant en situation d'être coaché et en étant en situation de coach. Donc, quand je parle de coaching, que ce soit pour cette formation, que ce soit pour accueillir des personnes qui souhaitent être coachées, je prends souvent cet exemple-là, je leur dis, au final, après avoir utilisé des mots pour leur décrire au maximum ce que c'est, etc., le coaching, je leur dis, mais au final, imaginez votre parfum de glace préféré ou la confiture de fraises. Comment vous expliqueriez à une personne ce qu'est le goût de la confiture de fraises ou le goût du chocolat ou l'odeur de votre parfum préféré? Et en vrai, la seule façon de vraiment savoir, c'est de goûter. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'est le goût de la glace à la fraise si vous n'avez pas goûté la glace à la fraise. Donc, je tente de décrire avec des mots ce qui est. C'est un mot que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, ce qui touche à l'ineffable. L'ineffable, c'est ce qui ne peut être partagé ou dit avec les mots. On essaie, évidemment, je ne vais pas rester en position zen, essayer de vous transmettre mon ressenti à partir du coaching. Il faut bien que j'utilise des mots pour le faire, mais c'est vraiment une formation qui est transformatrice et c'est une formation dans laquelle, je dirais, ce que j'ai vu dans cette formation, je ne l'ai vu nulle part ailleurs. C'est-à-dire que certaines pratiques qui sont mises en œuvre, je ne les ai vues nulle part ailleurs. J'ai vu des pratiques proches ailleurs et j'ai vu des pratiques aussi qui fonctionnaient moins bien parce que ce n'était pas exactement la pratique la plus puissante, notamment dans le team building. Et en fait, quand vous mettez en œuvre tout ce que vous allez découvrir dans cette formation, que ce soit pour vous-même ou pour les équipes que vous accompagnez, ça peut paraître exagéré de dire ça, mais en vrai, vous ne pouvez pas vous planter. Il y a tellement de garde-fous que ça soit pour accompagner les autres en coaching, que ça soit pour devenir coach, que ça soit pour créer un changement pour soi-même, quand vous mettez en œuvre les différents paramètres que vous allez découvrir, ça devient très, très compliqué de se planter. Alors, quelques précisions sur cette formation. On a différentes sessions. Il y a une session en présentiel en Alsace, une session en présentiel en Guadeloupe. On a aussi on a aussi une session en distanciel. Comment se passent les sessions en présentiel? En fait, la formation, elle a lieu sur environ 6 mois, avec un week-end de formation chaque mois pendant 6 mois. La formation a lieu le week-end, ce qui laisse la possibilité de cumuler avec des activités professionnelles riches et intenses. Les séminaires de formation ont lieu le vendredi, samedi, dimanche. Ça peut être aussi le jeudi, vendredi, samedi, mais c'est en fin de semaine. Et quand le dimanche est impliqué, on ne dépasse pas 13 heures le dimanche. Donc, retenez un week-end de formation par mois. Et entre 2 week-ends de formation, ce qu'on appelle le grand groupe, vous avez aussi des travaux à faire en groupe de pairs. Pour les travaux, donc il y a un certain nombre d'heures à faire, mais les groupes s'organisent en fonction de leur proximité géographique, en fonction de leur disponibilité, etc. Pour la session en distanciel, ça sera, je dirais, du présentiel en distanciel. C'est-à-dire qu'il faudra être présent dans les sessions qui auront lieu sur Zoom, mais comme en distanciel, c'est un peu plus difficile de soutenir l'attention. On a fait des week-ends de formation un peu moins chargés et on a rajouté un week-end de formation. On vous donnera les détails
après, si vous êtes intéressé par cette formation Corporate Coach and Team Trainer, on vous donnera les détails lors de l'entretien individuel. Donc, comment se passe l'entrée dans cette formation? C'est que, en fait, déjà, nous, pour ceux qui sont intéressés, on vous enverra la documentation, les précisions, tout le détail du contenu. Mais en fait, le point de démarrage, en fait, ça va être, il y a un document de motivation qu'il faudra nous remplir avec ce que vous avez accompli, pourquoi vous voulez être coach, etc. Il faudra vraiment prendre le temps et vous allez avoir aussi un entretien pédagogique, soit avec moi, soit avec Sandra Discry, donc la présidente d'Athéna, parce qu'on veut s'assurer que votre projet coaching, il soit cohérent et qu'il vous mette dans, comment dirais-je, que ça soit aussi aidant pour vous, que ça corresponde à ce dont vous avez besoin. Donc, document 3. Ensuite, le rendez-vous, l'entretien pédagogique. Comme je vous disais, dans cette formation, c'est indispensable et ça, c'est non négociable. On impose, oui, on impose à tous les participants d'avoir un lieu thérapeutique. On ne vous dit pas où aller ou avec qui aller et on ne vous dit pas, on ne vous demande pas ce qui se passe en session, ça ne nous regarde pas, mais on impose ce lieu thérapeutique. C'est-à-dire en fait de consulter un thérapeute, un psychologue régulièrement. Ce que j'ai constaté, c'est que dans la formation, les personnes souvent qui n'arrivaient pas au bout, qui explosaient en vol, c'était souvent des personnes qui n'avaient pas respecté le lieu thérapeutique, qui n'avaient pas respecté le fait d'avoir un lieu thérapeutique. Elles avaient dit oui, 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 j'y vais. Elles n'y sont pas allées et elles ont explosé en vol. Aujourd'hui, de toute façon, ça, on le vérifie. Alors, on peut toujours tricher et truquer. À la fin, les personnes qui trichent ou truquent, ça ne se retournera que contre elles. Nous, on sait prendre soin de nous et ça ne va pas nous impacter autant que ça pourra les impacter elles. Donc, je réfléchis à des informations. Enfin, je pense que je vous en ai déjà dit pas mal. Alors, ce que je vous invite à faire, normalement, vous allez recevoir un SMS à la fin de cette session de présentation pour que vous puissiez répondre. Si vous souhaitez être coaché par Sandra ou par moi, si vous voulez en savoir plus avant peut-être de décider de l'être sur le coaching, vous aurez la possibilité de répondre au SMS avec coaché. Je souris parce que ça rappelle un peu le renvoi par SMS. On intègre la modernité dans notre process. Voilà. Et vous pourrez aussi renvoyer par SMS, taper 1, 2, 3 ou taper Kylian Mbappé quand on regarde les matchs de foot pour gagner la cagnotte. Non, la cagnotte, c'est le cadeau que vous allez vous faire à vous-même, qui est soit le fait de prendre un coach, soit de rentrer dans cette formation en coaching. Donc, vous aurez la possibilité de répondre coaché ou coaching, coaché pour être coaché, coaching si vous voulez devenir coach, et on va revenir vers vous. Mais puisque vous êtes déjà en ligne, si vous souhaitez en savoir plus sur, moi, je veux être coaché, si vous voulez en savoir plus sur moi, je veux devenir coach, vous pouvez nous le dire dans la discussion et on va repérer ceux, celles donc, qui l'auront indiqué dans la discussion. Précisez votre nom. Alors, il y a eu un petit souci technique qui fait que peut-être certains d'entre vous, quand vous vous êtes connectés, il y a eu le nom Michel Flight. Donc, dans la discussion, si vous êtes intéressé par le coaching, moi, je vous dirais, remettez votre nom avec coaching. Si vous êtes intéressé pour être coaché, remettez votre nom avec coaché. Voilà. Et Et si vous écoutez, avez des questions tout de suite, vous pouvez aussi les poser maintenant. oui, Sandra, je te redonne la main Ouais. s'il y a des Donc, on vous questions. écoute si vous avez des questions par rapport à tout ce qui vient d'être dit, ou des questions par rapport à la formation, ou par rapport à notre façon de travailler, ou ce que vous avez envie de poser. Pas de questions?
S'il n'y a pas de questions, on ne va pas vous garder en ligne tout simplement pour faire joli. On a choisi cette heure parce qu'on s'est dit que c'était pratique pour tout le monde de pouvoir se connecter entre midi et deux en Guadeloupe ou en fin de journée de travail en Alsace. Mais en tout cas, réservez votre appel. Et je dirais, faites-le maintenant. Le moment ne sera jamais idéal et le bon moment, ce n'est pas forcément le moment idéal. Donc, le coaching, comme je le dis, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est quelque chose qui va impacter positivement votre vie sur les années à venir. Que ça soit le fait de prendre un coach, que ça soit le fait de devenir coach. Donc, franchement, faites-vous ce cadeau. Voilà. Et puis, à Athéna, nous, on est dans une dynamique, il est en train de se passer pas mal de choses. Donc, indépendamment même du coaching en soi, euh, rejoignez-nous, que ce soit par les formations que l'on peut proposer. On est en train de mettre à jour le site. Donc, pour le moment, c'est encore l'ancien site. Bon, il n'y a pas forcément le lien, mais vous pouvez le trouver facilement sur Athéna EMCM, École des métiers du coaching et du management. Je vous ai parlé du coaching. On a aussi des formations en management certifiantes. Il y a la formation process communication, prise de parole en public. Donc, on a tout un éventail autour de l'accomplissement humain, de l'accompagnement des dirigeants, des managers, des consultants. Donc, nous, on espère vous accueillir très prochainement, que ce soit en formation, que ce soit en conférence ou que ce soit pour devenir coach ou être coaché. S'il n'y a pas de questions, je resterai là pour aujourd'hui. Normalement, Il y on a va mettre ce... Barbara qui a levé la main, je crois. Ah, Non? d'accord. Voilà. Bon, Oui, excusez-moi, vas-y. c'était juste pour vous dire que je suis obligée de partir, en fait. J'avais Oui. prévu jusqu'à D'accord. 10 heures et merci beaucoup. Donc, j'attends votre nouvelle, comme je dis dans le message. D'accord. Avec grand plaisir. Merci, Barbara. Voilà. Donc, normalement, ce webinaire, on va le mettre en rediffusion. Alors, je ne peux pas vous dire exactement quand, mais la dernière fois, on devait le faire. Il y a eu un petit souci technique, mais normalement, il sera en ligne. Et après, on mettra encore des vidéos en ligne sur le coaching ou le fait de devenir coach. On en reste là, Sandra? Oui, si personne n'a d'autres interventions. OK, très bien. Bah, bonne Merci, soirée à tout le monde ou merci pour bon votre après-midi. présence. Merci pour votre présence. Croyez en vous, l'impossible est possible. Et ce que je dis souvent à mes clients en coaching aussi, c'est quoi que vous viviez, les choses peuvent changer. Et parfois même, elles changent rapidement. Voilà. Donc, je vous laisse sur ce mot-là et je vous dis à très bientôt. Merci à tous et à toutes. Au revoir à tout le monde.